Bien alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud parce qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il faisait vraiment très chaud. Ce soir il fait moins chaud, mais dans la journée j'étais surprise quand je suis arrivée dans ma voiture, qui était pourtant à l'ombre, 31 degrés, ça fait beaucoup. C'était inattendu, mais il paraît que ça va changer, évidemment. À part ça, bah tout va bien, je suis fatiguée évidemment, mais rien à voir avec dans l'état dans lequel j'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous remercie pour vos gentils commentaires qui manifestement font que vous vous préoccupez de mon sort et ça me touche beaucoup à chaque fois. Comme j'ai été très touchée de ceux qui concernaient le sujet d'Elisabeth Kubler-Ross, que j'ai fait avec beaucoup d'intérêt, que j'ai retravaillé, je vous ai raconté. Avec beaucoup de cœur parce que cette femme me subjugue complètement. J'avoue que c'est quelqu'un que j'ai en grande estime et comme je l'ai dit, c'est un être humain majuscule et c'est vraiment ça fait partie des êtres rares, vous voyez. Et la prochaine fois qui viendra au mois d'octobre, eh bien vous verrez que c'est absolument merveilleux. Quel chemin, quel chemin. Voilà, donc merci pour tout cela. Merci pour vos cafés et même beaucoup de pots de café pour certains. C'est d'une grande aide parce qu'hélas, cette vidéo a plongé tout de suite. Comme par hasard. À chaque fois que la dernière fois que c'est arrivé, c'est le curé d'Ars. C'est marrant, hein. La bébête, elle aime pas ce qu'il fait. C'est élever les gens d'un point de vue spirituel. Vous voyez, c'est curieux, hein. Je crois pas que ça relève de la coïncidence, mais bon. Donc elle a plongé tout de suite, et c'est une vidéo qui n'ira pas très loin, comme quelques autres. Bon, elle fait partie, il y a toujours, c'est par l'autre 3 vidéos qu'il y en a une qui plonge. Mais c'est toujours sur un sujet bien défini, c'est pas du tout le fruit du hasard, je ne le crois pas. Donc ça m'agace un peu. Donc pour vos petits cafés, ils sont les bienvenus évidemment dans ces cas-là, encore plus que d'habitude. Donc si vous pouvez continuer, je ne suis pas contre. Voilà, en tout cas je vous remercie de votre générosité. Et puis je vous remercie aussi d'avoir vérifié vos abonnements, parce que ceux-là ils diminuent aussi, j'en ai plus autant qu'avant. Alors que j'en avais régulièrement, là ça a baissé. Je m'aperçois quand je mets une vidéo en ligne maintenant, c'est des chutes d'abonnement. Je vois moins, ça se met à 0, et puis moins, et puis vous voyez, bon. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les pouces, c'est bien continuer parce que ça encourage, évidemment. Quant au bout, je sais pas ce qui s'est passé. Ça avait super bien marché. Vous avez boosté vraiment pas mal et ça plouf. Il paraît qu'on trouve plus la touche maintenant. Enfin certains ne l'ont pas trouvé. Donc il paraît que c'était un test, ça a tellement bien marché qu'il est pas question que ça dure. Hein. Bah oui, des fois que ça ferait du bien aux créateurs. Enfin bon, c'est comme ça, faudra s'y faire, on va pas perdre de temps là-dessus. De toute façon, ça ne fera qu'aller, à mon sens, de mal en pis. Et on va passer donc à l'histoire d'aujourd'hui, laquelle j'espère vous plaira. En tout cas, j'ai passé un temps fou sur ce sujet. Parce que je voulais que ce soit parfait, j'ai fait énormément de recherches et je suis tombée, je dois le dire, sur des pépites. Et vous allez voir que cette montagne extraordinaire réserve des surprises assez sidérantes. Alors le mont Nyangani, que certains nommaient autrefois Inyangani, du temps où le Zimbabwe, puisque ça se trouve au Zimbabwe, s'appelait la Rhodésie, eh bien, s'élève dans le parc national de Nyanga, qui est absolument magnifique, qui se situe dans la région nord-est du Zimbabwe, et avec un sommet quand même qui culmine à 2592 mètres, ce qui en fait le sommet le plus haut du pays. De là, on peut d'ailleurs contempler les paysages du Mozambique voisin, dont la frontière est éloignée seulement de quelques dizaines de kilomètres, et ainsi donc. Le parc de Nyanga, qui compte parmi les plus belles régions de l'Afrique australe, est l'un des hauts lieux touristiques du Zimbabwe, une merveille de la nature sauvage avec ses ruisseaux, ses cascades, ses rivières tumultueuses, ses collines verdoyantes, ses landes qui sont parcourues de petits ruisseaux, c'est absolument magnifique. Et pour certains,
Le mont Nyangani a la réputation d'être une montagne sacrée, tandis que pour d'autres, il s'agit d'une montagne maudite, auréolée de mystères et de légendes. Il se dit en effet qu'elle abriterait des esprits pouvant parfois se montrer plutôt vindicatifs. Et ça, vous allez voir que il y a de ça. Nombre de randonneurs venus des quatre coins du pays et de l'étranger s'y pressent en tout cas chaque année pour admirer le panorama que l'on peut voir depuis son sommet, et c'est absolument magnifique, et peut-être aussi quelques-uns afin d'y vivre des sensations fortes. Toujours est-il que nombre d'habitants de la région la surnomment la montagne qui engloutit les gens. Car depuis fort longtemps, beaucoup qui ont gravi les pentes de cette montagne ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. D'un point de vue rationnel, ces disparitions peuvent évidemment s'expliquer. On peut en effet mortellement chuter de l'une de ces falaises, parce que s'il y a un côté qui est en montée douce, le reste c'est de la pique. Donc on peut tomber de ces pics, tomber dans l'une des gorges ou des crevasses qui se trouvent à certains endroits, qui sont souvent dissimulées par de la végétation très luxuriante, parce qu'il pleut là-bas et donc il y a une belle végétation. Mais bon. Et en plus, sur cette montagne, il se produit aussi des changements climatiques brusques, fréquents. Des brumes épaisses et tourbillonnantes se forment soudainement, qui ne permettent plus d'y voir à 3 pas. Ils peuvent désorienter évidemment les randonneurs les plus expérimentés et les mettre en danger. On peut ainsi se retrouver perdu ou blessé dans le brouillard, incapable de retrouver son chemin et de chuter dans un gouffre ou une crevasse. Enfin bon, il y a quand même des risques. Cependant, certains phénomènes observés là-bas, pour le moins troublants, peuvent difficilement, il faut bien le dire, recevoir une explication rationnelle. Nombre de randonneurs se sont plaints en effet d'avoir été quasiment traqués par des masses de brume qui se sont formées brusquement et qui semblaient les suivre à la trace. D'autres se sont retrouvés avec l'esprit confus, désorienté, ceci sans la moindre raison. Quelques-uns ont rapporté n'avoir plus tout à coup reconnu le paysage alentour. C'était des paysages qui, pour certains, étaient familiers. D'un seul coup, ils savent plus où ils sont et ils se perdent. Certains se sont plaints aussi d'avoir souffert de violents étourdissements et même de nausées. Mais curieusement, leurs malaises ont été ponctuels et ont cessé aussi vite qu'ils sont apparus. Heureusement. Et des fois, ça sera autrement. En moins dangereux, mais tout aussi troublant, certains ont vu les aiguilles de leur boussole s'affoler, leurs montres s'arrêter, et leurs lampes torches ou leurs appareils photos dysfonctionner. D'autres encore ont parfois découvert que des photos qu'ils avaient prises étaient floues ou qu'elles présentaient de sérieuses anomalies. La tradition locale explique les phénomènes qui se produisent au Nyangani, ainsi que les disparitions qui s'y sont multipliées depuis fort longtemps, par le fait que cette montagne serait la demeure de puissants esprits ancestraux et aussi le repère d'esprits maléfiques et vindicatifs, de même que celui de toutes sortes d'entités et de créatures surnaturelles. Y aurait-il un portail? Mais vous allez voir qu'il y a encore mieux, je crois. C'est pourquoi les habitants de la région la redoutent et recommandent à tous ceux qui veulent en gravir les pentes de se montrer extrêmement prudents. Des règles strictes doivent être respectées si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises, pouvant mener jusqu'à sa disparition définitive de la surface du globe. Il est ainsi interdit d'approcher ou de se promener sur certaines zones considérées comme sacrées par les chefs traditionnels, au risque de s'y perdre à jamais, et d'être incapable de repartir. Ceux-là préviennent d'ailleurs que celui qui sera retenu par les esprits de la montagne sera condamné à errer sans but jusqu'à ce que la colère de ces esprits soit enfin apaisée. À les en croire, ces esprits tentent aussi des pièges dans lesquels il est préférable de ne pas tomber. Ainsi, lorsque l'on remarque quelque chose d'étonnant, un objet qui n'a rien à faire là, par exemple une brique, un objet en or ou le plus souvent un pot fumant, mais où il n'y a pas de feu, qui est abandonné sur le sol, ou encore un serpent aux couleurs fantastiques, eh bien, il faut faire comme si de rien n'était et passer son chemin tranquille. Les singularités de cet ordre, Dieu sait s'il y en a beaucoup qui semblent les avoir vues, comme des arbres se déformer brusquement,
sur les troncs desquels sont parfois apparus des visages, voire même des paires de seins. Certains aussi ont prétendu avoir entendu des arbres murmurer, chuchoter entre eux, tandis que d'autres ont eu la stupeur de voir un arbre gigantesque soudain se dresser devant eux, alors que dans la région, il n'y a absolument pas de hauts arbres. C'est plutôt une région où il y a des petits arbustes, c'est une région arbustive ou des petits arbres. Et lorsque l'on se trouve confronté à ces anomalies, il est vivement recommandé de ne pas les pointer du doigt, de rester silencieux, de regarder ailleurs et une fois encore, de faire mine de n'avoir rien vu et de poursuivre sa route comme si de rien n'était. Nombre de randonneurs ont aussi rapporté avoir perçu des sons mystérieux venant de nulle part, avoir aussi observé des lumières étranges ou aperçu des animaux ou des créatures singulières qui semblaient les scruter et qui se sont parfois mis à les suivre. Et aussi d'avoir vu quelquefois de petits ruisseaux ou une rivière qui est située en contrebas devenir soudain rouge comme le sang. Là-bas, on vous avertira également de vous retenir si vous avez un besoin pressant. N'y allez pas, enfin ne faites rien. Abstenez-vous aussi d'avoir des ébats amoureux. Ça peut arriver peut-être, je sais pas. Ne proférez jamais de grossièreté ou d'injures, quelles que soient les circonstances. Hein. Le mot de Cambrai, on en oublie si on se prend les pieds sur une pierre. Hein. Et quoi qu'il arrive, gardez le silence, passez votre chemin en faisant comme si de rien n'était. Ne vous approchez jamais du bord des falaises abruptes et des gouffres, car des esprits malicieux pourraient très bien vous pousser dans le vide, et ne portez surtout jamais de vêtements rouges, car cela semble exciter la colère des esprits. Quoi qu'il en soit, et même si vous avez l'intention de respecter les règles, la prudence commande, avant de partir en randonnée sur le Nyangani, de demander au préalable l'autorisation aux anciens du village ou aux chefs traditionnels locaux, et s'ils vous disent de ne pas y aller, eh bien, n'y allez pas, abstenez-vous. Mais ce que je vais d'abord évoquer, ce sont moins les phénomènes surnaturels qui ont été observés là-bas, dont je parlerai ensuite évidemment, que les disparitions mystérieuses qui s'y sont produites et continuent vraisemblablement de se produire, même si la presse n'en fait plus vraiment écho de nos jours. Nombre de cas n'ont en effet jamais été résolus. Et ce n'est donc pas pour rien qu'on a surnommé ce mont Nyangani, la montagne qui engloutit les gens. Une série de disparitions inexplicables s'est d'ailleurs produite dans les années 80, dont deux dont la presse a fait de larges échos, parce que ça concernait notamment une personne importante. En 1981, les deux jumelles adolescentes de Tshisekedi Masaya, un ancien fonctionnaire du gouvernement du Zimbabwe, qui était probablement le ministre des Finances de l'époque, ont soudain disparu sur le mont et sans laisser de traces, en dépit des moyens terrestres qui ont été déployés, des survols d'hélicoptères réalisés durant des jours au-dessus de la zone et des avis de recherche qui ont été distribués par la police l'année suivante, eh bien, les jumelles n'ont jamais été retrouvées. Et leur disparition restera à jamais, certainement, peut-être qu'on les retrouvera un jour, mais bon, ça restera pour l'instant un mystère total. Puis il y a eu la disparition de Robert Ackhurst en 1986, un écolier de 12 ans de la classe de 7e de l'école d'une petite ville qui s'appelle Banquette. Il s'est également et mystérieusement évaporé lors d'une sortie scolaire qui avait été organisée au mont Nyangani. À un moment, il s'est un peu éloigné du groupe des enfants et plus personne ne l'a jamais revu. 3 semaines de recherche intensive n'ont rien donné, strictement rien donné. Ses restes n'ont pas été retrouvés, pas plus qu'un morceau de vêtement ou un objet qui aurait pu lui appartenir, rien. Selon la croyance traditionnelle du peuple Manika, qui vit là-bas depuis des lustres, il aurait été plongé dans l'état de Shimiza par les invisibles de la montagne, c'est-à-dire bloqué entre deux réalités que l'on peut qualifier de limbe, une sorte d'état dans lequel on se retrouve plongé quand le temps semble s'être arrêté. Il est en quelque sorte suspendu. Son instituteur, d'ailleurs, à cet enfant, ne s'est jamais remis de sa perte. Terrassé par le chagrin et la culpabilité, il a fini par se suicider. Donc il semble que la montagne maudite porte vraiment bien son nom. Et elle a été le théâtre encore de 3 autres disparitions inexpliquées dans les années 1980.
Et la disparition la plus médiatisée sera celle qui s'est produite le 4 janvier 2014, qui concerne un jeune homme nommé Ziad Dada. Ce jour-là, ce jeune Zimbabwéen d'origine indienne était venu depuis la ville de Belvédère, une banlieue proche de Harare, qui est une grande ville du nord-est du Zimbabwe, pour faire une randonnée sur le mont Nyangani. Il était accompagné de sa femme, Nelam, et d'un couple d'amis. Les 4 amis ont commencé leur montée vers le sommet au petit jour pour ne pas avoir trop chaud. Et à mi-chemin de la randonnée, l'épouse de Ziad et le couple d'amis, ils en avaient un peu plein les bottes, donc ils ont décidé de ne pas aller plus loin. Mais Zaïd Dada, qui à l'époque était âgé de 31 ans et en pleine forme, il a dit « moi je continue » et c'est ce qu'il a fait. Et ça sera la dernière fois que sa femme et ses amis le verront. Une autre version indique qu'il serait éloigné un petit peu durant un instant et qu'on l'aurait plus revu. Enfin bon, peu importe, il a disparu. Alors ils vont l'attendre, évidemment, ils se demandent où il est passé, des heures vont passer, et comme il ne revient toujours pas, normalement on fait la montée en 2 heures et on redescend la montagne en 1 heure, son épouse va se décider à alerter la direction du parc national vers les 16 heures. Et c'est ainsi que des recherches seront immédiatement lancées afin de le retrouver. Au bout de 24 heures, on va hélas réaliser que le cas est sérieux, et c'est ainsi que de gros moyens de recherche seront déployés. Dans les premiers jours, ce seront une 60aine de personnes qui fouilleront la montagne, dont une majorité de gardes forestiers, des gardes du parc, et qui connaissent évidemment les moindres recoins du mont. Un hélicoptère de l'armée sera également dépêché sur place, qui ne cessera de survoler la zone. Et on a évidemment prévenu les chefs locaux, traditionnels, qui sont les chefs Sanyama et Tangwena, de la disparition du jeune homme, et ceux-là ont immédiatement organisé des cérémonies rituelles afin de calmer les esprits en colère de la montagne. Hélas, tout ce qui sera mis en œuvre ne servira à rien, ça ne donnera rien. Et c'est pourquoi on passera rapidement à la vitesse supérieure. Une vaste opération de recherche sera lancée impliquant la police, l'armée de terre, l'armée de l'air, zimbabwéenne, et puis ça va continuer un moment. Des alpinistes, des pisteurs professionnels et des bénévoles, des pisteurs bénévoles afflueront et passeront la zone au peigne fin. Ne lésinant pas sur les moyens, la famille Dada fera également appel à des experts spécialisés dans le sauvetage en montagne, et ceux-là, venus d'Afrique du Sud, useront de technologies de pointe, à la pointe de la modernité, afin de retrouver le disparu, notamment d'images satellites tridimensionnelles du mont Nyangani et d'une netteté absolument exceptionnelle. Ils se référeront également à des clichés météorologiques pris par des satellites avant, pendant et après la disparition de Zaïd Dada. Ces sauveteurs sud-africains comptaient un peu sur cela pour déterminer les directions que le disparu aurait pu prendre lorsque la brume et les nuages ont envahi le sommet. Ces experts spécialisés du sauvetage en montagne disposaient aussi de scanners et d'appareils de recherche thermique, et avec ces matériels de pointe, ils ont évidemment scrupuleusement balayé la zone, scruté le terrain, la flore, la faune, la recherche de formes, d'objets inhabituels pouvant se trouver au cœur des falaises et des crevasses. Hélas, tout cela ne donnera rien non plus. On ne retrouvera ni chaussures, ni morceaux de vêtements, pas plus que les restes de Zaïd Dada, ce qui aurait pu être le cas si un fauve l'avait dévoré. Bon, cela risquait d'ailleurs peu de se produire, puisque des prédateurs susceptibles de dévorer un humain, il n'y en avait plus sur le mont Nyangani depuis longtemps. Le léopard qui prospérait autrefois n'y avait pas été observé depuis des années. Et après que les recherches aient été abandonnées, y compris par des sauveteurs bénévoles enthousiastes venus de toute la région, la famille Dada, accablée de chagrin, a distribué une multitude de tracts en plusieurs langues, à des kilomètres à la ronde, et ça n'a pas d'avantage donné de résultat. Zaïd Dada s'est bel et bien évaporé, sans laisser de traces, comme tant d'autres avant lui. Les habitants ont évidemment proposé leur propre explication à la disparition du jeune homme. C'est ainsi qu'une rumeur tenace a circulé, voulant que des recherches menées avec les hélicoptères et d'autres gadgets modernes aient aggravé la colère des esprits ancestraux, gardiens de la montagne depuis des siècles, plutôt que de la calmer.
Les gens se sont dit que ces moyens modernes avaient dû certainement anéantir les effets des multiples cérémonies rituelles qui avaient été réalisées par les chefs traditionnels locaux, Sanyama, Saonyama et Tanguena, puisque c'est eux qui avaient fait cela, et voilà pourquoi on n'a pas retrouvé le jeune homme. Pourtant, ces chefs traditionnels ont continué d'affirmer avec force que Zaïd Dada était toujours bien vivant. Le très respecté chef Mushonga Saonyama n'a d'ailleurs pas hésité à déclarer à la presse qu'un célèbre médium du Mozambique nommé Baroro lui avait confié ainsi qu'à d'autres chefs que Zaïd Dada, de même que tous les autres disparus du mont Nyangani, étaient toujours bien vivants. Pour les ramener, il convenait d'accomplir d'autres cérémonies rituelles bien spécifiques. Le chef s'est vraiment montré catégorique. Oui, ce médium exceptionnel a réellement le pouvoir de localiser les personnes disparues qui se trouvent en errance quelque part dans les hauteurs de cette montagne. Baroro, pour sa part, a d'ailleurs prétendu être le médium attitré de l'esprit de Nando, un guerrier qui vivait sur le territoire Nyanga dans des temps reculés et qui avait combattu lors de guerres de conquête du plateau. Le chef Mushonga Saonyama a insisté sur le fait que l'esprit de Nando, qui avait choisi de s'exprimer exclusivement par le canal du médium Baroro, avait affirmé à ce dernier que Zaïd Dada aurait pu être sans difficulté libéré par les esprits invisibles de la montagne si les rites traditionnels avaient été respectés par les gardiens de la montagne, ceux se trouvant dans la réalité physique, dont l'un d'eux était d'ailleurs l'un de ses descendants, un descendant de Baroro. Pour ce faire, ce descendant de Nando, puisque Baroro l'était aussi, aurait dû diriger les autres chefs traditionnels dans leurs rituels, or, il n'en a rien fait. On saura aussi que le médium Baroro a immédiatement transmis aux autorités qui menaient les recherches pour retrouver Zaïd Dada le message qu'il avait reçu de l'esprit du guerrier Nando, mais hélas, tout le monde a rigolé, on ne l'a pas pris au sérieux, et ce refus des autorités aurait tellement fâché l'esprit qu'il aurait déclaré à Baroro qu'il n'aiderait plus et qu'il laisserait les choses se faire d'elles-mêmes. En gros, bon courage. Avant de se taire définitivement sur le sujet, ce médium réaffirmera encore avec force que Zaïd Dada et toutes celles et ceux qui ont disparu sur cette montagne sont toujours bien vivants et en bonne santé. Et aussi que les invisibles de la montagne qui les retiennent prisonniers dans l'état de Shimiza, comme je vous l'ai dit, ne les relâcheront que lorsque tous les rituels auront été accomplis dans les règles de l'art. Évidemment, pour nous les Européens que nous sommes, ce type de croyance peut être difficile à admettre. Mais qui sait, hein? Et alors parmi les cas absolument étonnants, il y a également celui de Thomas Gesford. Alors celui-là on va le revoir, mais vous allez voir, ça n'a pas été de la tarte pour lui. Donc Thomas Gesford, qui a vécu une curieuse aventure en novembre 2014, l'année de ses 20 ans. Ce jeune Britannique, qui était un brillant étudiant de 2e année à l'université d'Oxford, avait choisi de se rendre au Zimbabwe afin d'explorer la montagne Nyangani. Il avait en effet remporté le prix Wallace Watson Award, c'est un prix de lecture, qui permettait à des étudiants motivés de bénéficier de financements et de diverses autres aides qui leur permettraient de faire des randonnées difficiles dans des régions reculées du globe dans le cadre de leurs études. Et le défi que le jeune homme s'était lancé visait pour lui à acquérir une plus grande confiance en ses capacités physiques et mentales, afin de pouvoir affronter tout dans son existence, mais aussi à acquérir une meilleure connaissance des populations issues d'autres cultures ainsi que de leur mode de vie. C'est donc seul que Gesford va se lancer dans la randonnée et qui va le mener normalement jusqu'au sommet de la montagne Nyangani. Ce jour-là, il fait beau, il est en forme, il est enthousiaste et optimiste, il part donc confiant, tout va bien, et tout se déroulera au mieux jusqu'à ce que les choses prennent soudain une tournure étrange. Voilà en effet que vers les 15 heures, alors qu'il a déjà bien avancé, qu'un brouillard dense, descendu à une vitesse prodigieuse du sommet de la montagne, va soudain l'engloutir en un rien de temps.
Désorienté, incapable de se frayer un chemin à travers cette brume épaisse qui l'enveloppe désormais, qui ne lui permet plus de voir à 3 pas, il va décider de ne pas prendre de risques et de faire une pause, le temps que la météo devienne un peu meilleure. Il va donc planter sa tente et attendre que ça se passe. Or, ce ne sera pas le cas, du tout, puisque peu après, une pluie soudaine et torrentielle va se mettre à tomber sur sa tente, le contraignant à passer la nuit sur place dans le froid et l'humidité. De temps à autre, il va jeter un petit coup d'œil à l'extérieur de la tente et c'est alors que dans l'obscurité croissante, il va avoir une surprise. Voilà qu'il découvre en effet que son petit campement de fortune est encerclé par divers animaux dont il a le sentiment qu'il semble surveiller et mieux encore étudier ses réactions. Tout cela n'est pas très rassurant, faut quand même le dire. Il faut savoir qu'avant d'entreprendre sa randonnée en jeune homme prévoyant, il avait été se renseigner auprès des villageois. Et à sa grande surprise, cela lui avait tenu un discours à l'unanimité d'ailleurs, quelque peu surprenant et donné quelques conseils, notamment celui d'ignorer totalement les animaux au comportement étrange qu'il pourrait croiser en chemin, lesquels selon eux n'étaient pas de ce monde. À des journalistes qui lui demanderont plus tard de conter sa mésaventure, il a confié que les conseils que ces gens lui ont prodigués et qu'il a suivis au pied de la lettre lui ont probablement sauvé la vie. Il leur a en tout cas expliqué avoir prié avec ferveur avant de tenter de s'endormir. En fait, il n'y parviendra pas car à plusieurs reprises, des serpents effrayants vont entrer dans sa tente et s'approcher de lui. Il les laissera donc faire comme s'il ne les voyait pas. Faut avoir enfin bon, moi je pourrais pas. Enfin bon, ces serpents viendront en nombre, mais quoique terrifié et frigorifié, car le froid devient de plus en plus intense, il restera toujours immobile et continuera de faire mine de les ignorer. C'est probablement le flegme anglais. Dans la nuit sombre, il constatera aussi avec inquiétude qu'au dehors semble s'être regroupé ce qu'il pensait être encore des animaux. Des yeux rouges brillent en effet dans l'obscurité, qu'il fixe avec insistance, mais quoi qu'il se passe, et en dépit de la panique qui l'a envahi, il restera inébranlable, et il avouera aux journalistes avoir été soumis à rude épreuve, parce qu'il aurait plutôt envie de partir en courant. Enfin bon. Et lorsque le jour se lèvera enfin, il découvrira que le brouillard s'est enfin dissipé. Après des moments pénibles qui auront tout de même duré une dizaine d'heures, il décidera de ne pas tenter le diable et de renoncer à sa grimpette jusqu'au sommet. Il redescendra donc dans la vallée, soulagé de l'avoir échappé belle et d'être encore en vie. Thomas Gesford confiera également à la presse avoir tout de même douté des légendes sinistres qu'on lui a contées avant son ascension, ainsi que des avertissements et des conseils que les habitants et les anciens lui avaient donnés. Rationnel et pragmatique de nature, il a pensé sur le moment que tout ça pouvait être que des superstitions. Mais désormais, il sait de quoi il retourne pour l'avoir vécu, et c'est ainsi qu'il dira encore aux journalistes qu'il n'oubliera jamais ces moments qui dépassent l'entendement. Il ajoutera même que si c'était à refaire, il consultera en priorité les chefs traditionnels comme on lui avait conseillé avant de repartir en expédition sur le mont Nyangani. Pragmatique, il se dira tout de même heureux d'être en vie, d'avoir beaucoup appris sur le Zimbabwe et sur lui-même du fait de cette expérience. Et comme Thomas Gesford, il sera pas le seul, un haut fonctionnaire très respecté du pays, qui a toujours souhaité conserver l'anonymat, va raconter un jour avoir échappé au pire dans sa jeunesse. Au début des années 80, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, il était parti marcher en compagnie de 2 amis sur le mont Nyangani. Hélas, comme tant d'autres avant eux, les 3 amis vont se volatiliser sur ces pentes. Des recherches permettront heureusement de les retrouver 4 jours plus tard, curieusement en bonne forme. Ils n'avaient pas faim, n'étaient pas déshydratés et n'étaient pas le moins du monde fatigués. Ils seront d'ailleurs bien surpris, ceux-là, lorsqu'on leur apprendra on les a plus revus pendant 4 jours. Alors qu'ils étaient persuadés qu'en fait ça avait duré une dizaine d'heures à tout casser, Tous déclareront avoir erré dans la montagne, l'esprit inexplicablement confus. Ils diront aussi qu'ils ont bien vu les sauveteurs qui les recherchaient et les appelaient. Or, lorsqu'à leur tour ils criaient pour leur signaler qu'ils étaient là, cela ne réagissait pas et faisait comme s'ils ne les voyaient pas. C'était comme s'ils étaient invisibles à leurs yeux et qu'ils ne pouvaient pas les entendre. Voilà qui est curieux.
La rumeur circulera que c'est grâce à un chef traditionnel qu'ils ont pu être retrouvés. Celui-là aurait fait en effet un sacrifice de sang aux esprits de la montagne, ce qui aurait permis de les libérer de ce monde intermédiaire, ce fameux état de Shimiza, dans lequel ils avaient été maintenus par les invisibles de la montagne. On sait encore que nombre de personnes anonymes vivant dans la région ont disparu sur ce mont Nyangani, mais quelques-unes, et heureusement d'ailleurs, ont réussi à en revenir saines et sauves. Elles ont été généralement retrouvées dans une sorte de transe, incapables de se souvenir de l'endroit où elles se trouvaient et de ce qui leur était arrivé. Et il y aura peut-être une explication à ça dans un petit moment. En 2015, de nouvelles règles de sécurité ont été instaurées afin de rendre les randonnées plus sûres sur le mont Nyangani. Les sentiers qui mèneront au sommet seront banalisés et la direction des parcs nationaux exigera désormais que les randonneurs soient encadrés par un garde forestier ou un guide professionnel payé 5 $ de l'heure. Des antennes relais de téléphonie mobile et de radio seront installées au sommet de la montagne avec des amplificateurs disposés à des points précis, et avant de commencer son ascension, chaque randonneur devra désormais présenter au contrôle son téléphone portable, auquel devra être chargé à son maximum. Ceux qui auront des portables qui sont pas chargés à leur maximum, ils pourront pas monter, pas autorisés à partir. Idem pour ceux qui ne disposent pas d'une lampe torche en état de marche avec des piles de rechange. Et plus question également d'envisager la montée vers le sommet dans l'après-midi, par mauvais temps également, ou accompagné d'enfants de moins de 10 ans. Et pour les enfants plus âgés, il est demandé aux parents de les surveiller de très près. J'ai pu lire que de nos jours, certains guides demandent encore aux touristes de ne jamais pointer le doigt vers le mont Nyangani. On peut pointer le poing dans la direction de ce mont, mais certainement pas faire ça. Jamais avec le doigt. On l'aura compris. La sécurité des randonneurs est devenue une priorité depuis 2015. Pour autant, ces mesures qui sont une bonne chose ne résoudront peut-être pas le problème, parce qu'il y a peut-être des raisons à ça que je vais dans un moment vous expliquer. En tout cas, on ne saura jamais que sont devenus les nombreux disparus de la montagne qui mangent les gens, qui avalent les gens. Ont-ils été victimes d'accidents inhérents aux dangers que présentent les randonnées en montagne? Les esprits qui la hantent les ont-ils à jamais retenus prisonniers dans une sorte de monde parallèle, comme le soutiennent les chefs traditionnels et la grande majorité des habitants de la région, lesquels en général évitent de s'aventurer sur cette montagne? En tout cas, jusqu'ici, tout cela reste un mystère. Encore que le mystère pourrait peut-être avoir des explications que je me propose maintenant de vous dévoiler. Parce que j'ai bien cherché, parce que je me suis dit il y a un truc et ça me rappelle d'autres endroits, et en poursuivant mes recherches afin d'en savoir davantage sur ce mystérieux mont Nyangani, j'ai découvert par hasard qu'il avait intéressé un certain Patrick Price. L'homme était ainsi mentionné dans un rapport qui a été présenté en novembre 2024 devant la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur le sujet OVNI aux USA. Cet homme est un certain Michael Shellenberger, un activiste environnemental, auteur et journaliste indépendant. Et dans le rapport de Shellenberger, il est fait référence à un document déclassifié indiquant qu'en juillet 1982, Skip Atwater, qui était alors le responsable du programme de vision à distance de l'armée américaine, a découvert des renseignements générés par le SRI, c'est-à-dire le Stanford Research Institute, qui a, comme vous le savez peut-être, été associé au projet Stargate. Vous savez peut-être encore que Stargate était un projet dédié à la vision à distance, auquel notamment ont participé ces deux hommes que vous voyez en photo, qui sont Joe McMoneagle et Ingo Swann, les célèbres sujets psy américains qui étaient les champions de la vision à distance. Il résultait de ce document déclassifié en 1973 que le remote viewer, Patrick Price, usuellement dénommé Pat Price, pensait avoir repéré 4 bases souterraines extraterrestres très actives sur notre planète, à savoir
une sous le mont Hayes, qui se trouve en Alaska, ce qui apparemment semble être exact, vu le nombre d'ovnis qui ont été repérés, plus les disparitions. Une sous le mont Perdu, qui se trouve dans la partie espagnole des Pyrénées. Une autre sous le mont Ziel, en Australie. Et la dernière, située sous le mont Nyangani, au Zimbabwe. Ah. Et en me documentant sur Pat Price, j'ai découvert qu'il avait collaboré avec la CIA dès 1973, à laquelle il avait fourni des renseignements absolument étonnants de précision, jusqu'à ce qu'il décède brutalement en 1975, où certains diront que sa mort était suspecte. Enfin bon, on dit ça à chaque fois. En tout cas, une dizaine d'années plus tard, plus exactement en 1982 et 1983, une opération de vision à distance, connue sous le nom de projet 8200, a été menée pour corroborer les informations fournies au SRI par Pat Price 10 ans plus tôt. Il faut savoir que Pat Price s'était distingué en décrivant une base militaire soviétique secrète dont il ignorait l'existence. Il en avait décrit l'agencement avec des précisions, ainsi que les structures, y compris le contenu de certains bâtiments. Ces descriptions ont ensuite été vérifiées par des images satellites, ce qui a stupéfié les responsables du renseignement. Voyez à l'image la représentation de l'installation. À gauche, c'est l'installation qui existe réellement, et à droite, c'est ce que Pat Price a dessiné, qui représentait sa vision. Concernant ce qu'il a vu sous le mont Nyangani, Price a affirmé qu'il s'agissait d'un centre de maintenance extraterrestre et de technologie. Alors je cite exactement ce qu'il a dit. Cette base ressemble à une unité de révision et de maintenance. Je vois beaucoup de matériel de rechange. Les pièces sont soudées dans une zone sous vide avec fenêtres, puis fusionnées. Une poudre blanche grisâtre est appliquée sur les deux pièces, puis fusionnée. Il y a une unité sur laquelle plusieurs personnes travaillent. Il s'agit d'un système de grille tubulaire pour ioniser une couche d'air. A-t-il vu autre chose dans cette base située sous le Nyangani qui n'aurait pas encore été révélée? À moins peut-être qu'il n'ait pu voir à distance qu'une seule partie de la base. Mystère. En tout cas, en voulant en savoir davantage sur cette base, j'ai continué à chercher sur le net et à un moment, quel nom ai-je vu apparaître? Celui de Credo Mutwa. Ce grand chaman zoulou originaire d'Afrique du Sud, dont j'ai conté l'incroyable histoire il y a des années. Comment avais-je pu oublier que la terrifiante abduction qu'il a subie s'était passée au mont Nyangani l'année de ses 38 ans. J'ai donc repris mes notes et j'ai creusé. Et j'ai creusé cette fois sur son abduction, le sujet à fond, et c'est pourquoi tout sera beaucoup plus détaillé que dans la précédente vidéo. Son cas, le cas de Credo Mutwa, a particulièrement intéressé le célèbre professeur John Mack, qui n'a d'ailleurs pas manqué de lui rendre visite et de le mentionner dans l'un de ses livres. Mutwa ne s'est pas confié qu'à lui, mais aussi à des journalistes, dont un journaliste américain, qui s'appelle Rick Martin, auquel il a livré nombre de détails, et je me suis d'ailleurs inspiré du petit livre reprenant l'interview fort intéressante que Credo Mutwa lui a donnée. Mais il a fait un petit livre, un petit opuscule résumant cette interview qui est très intéressant. Credo Mutwa a donc révélé ses démêlés avec des créatures venues d'ailleurs, à Rick Martin, qu'il nomme Mantindan. Voilà, les gris sont des Mantindan en langue zoulou, et ça signifie bourreau, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et donc ce sont les gris. Hein. Mais ceux auxquels Mutwa a eu affaire présentaient une différence avec les gris habituels, que je qualifierais de classiques. Cela portait en effet des uniformes gris sombre, d'aspect scintillant. D'habitude, les gris qu'on voit, ils sont tout nus. Hein. Et du fait de ces créatures, la vie de Credo Mutwa a basculé en 1958 ou 1959, alors qu'il séjournait au Zimbabwe, qui s'appelait alors la Rhodésie. Il se trouvait là-bas, puisqu'à cette époque, il recevait les enseignements d'une chamane guérisseuse traditionnelle, Madame Moyo, et qu'il travaillait avec elle. Et un beau jour, voilà que celle-là lui avait demandé de se rendre sur la montagne qui mange les gens, pour aller cueillir une herbe spéciale devant être utilisée pour la guérison d'un initié qui était gravement malade. Et ce jour-là, il faisait beau.
Et alors qu'il était en train de chercher cette herbe, en ne pensant à rien d'autre qu'à la trouver, il va tout à coup remarquer que la température a brutalement chuté, comme ça, d'un coup. Juste avant, pourtant, il faisait très chaud. Et ce ne sera pas tout, puisque l'instant d'après, une brume lumineuse de couleur bleue va venir tourbillonner autour de lui, et ceci juste au moment où il s'apprête à cueillir la fameuse herbe médicinale qu'il vient enfin de trouver. Et puis, sans transition et à sa plus grande stupéfaction, il va se retrouver dans un lieu qui ressemble à un tunnel. Comme il avait auparavant travaillé un temps dans des mines, il s'est dit que c'était une galerie de mines, même s'il comprenait pas du tout comment il avait pu se retrouver là. Et ce qui va l'étonner encore plus, c'est que les parois de cette galerie sont recouvertes d'un métal de couleur grisâtre argentée. Puis à nouveau, sans transition, il va se retrouver allongé sur ce qu'il a dit être une grande et lourde table de travail. Il va constater, alors qu'il ne porte plus de pantalon, qu'il n'est plus chaussé de ses grandes bottes. L'étrange salle où il se trouve désormais est éclairée par ce qu'il qualifiera de taches de matière incandescente. Et à quelque distance de lui, il va remarquer une sorte de curieuse écriture gravée dans un métal gris argenté qui se trouve juste au-dessus d'une porte. Et c'est alors qu'il va soudain apercevoir 4 petites créatures grises, ternes. Elles ont de grosses têtes dépourvues d'oreilles, posées sur un cou malingre, des bras et des jambes très minces, disproportionnées par rapport à leur corps. Toutes portent des sortes de combinaisons uniformes moulantes de couleur gris argenté. La couleur de leur peau lui fera penser à celle de certains poissons que l'on trouve au large des côtes sud-africaines. Et Credo Mitois est comme hypnotisé par elle. Il dira que c'était un peu comme si on lui avait jeté un sort. Elles vont se diriger vers lui comme au ralenti, leur marche semble saccadée, comme si elle fonctionnait avec des piles. Et comme il n'a jamais vu de créature semblable, voilà en panique. Ce d'autant qu'il réalise qu'il ne peut bouger ni les bras, ni les jambes, il ne peut plus rien faire. Il est totalement paralysé. À certains de ses interlocuteurs, il confiera qu'il était juste là, allongé comme une chèvre, sur l'autel du sacrifice. Et lorsque les 4 créatures l'entoureront, il les verra de plus près et constatera que leurs yeux noirs sans pupilles sont étranges. Ils semblent recouvertes de sortes de lentilles de protection qu'il qualifiera de couvercles. Elles n'ont pas de nez, seulement de petits trous à l'endroit où ils devraient normalement se trouver. Leurs bouches dépourvues de lèvres ne sont que de fines entailles, comme si elles avaient été faites avec des lames de rasoir, et le voilà aussi stupéfait que fasciné. Et c'est alors qu'il va sentir une présence près de sa tête, et lorsqu'il lèvera les yeux, il constatera qu'il s'agit d'une créature vêtue d'une combinaison marron, légèrement plus grande que les autres, et elle va se pencher au-dessus de lui et le fixer. Il remarquera ses hanches qui sont un peu arrondies et la peau de son visage, très laid, toute fripée. Lorsqu'il croisera son regard hypnotique, il sera comme envoûté. Et à ce moment-là, il a clairement la sensation qu'elle veut qu'il le regarde droit dans les yeux, et qu'il le veuille ou non, c'est ce qu'il va faire. En général, il vous attrape comme ça, c'est même systématique. Le regard. Et c'est à ce moment qu'il va apercevoir à travers les lentilles couvercles sombres qui lui recouvrent les yeux, que ceux-là sont ronds et dotés de pupilles droites qui lui font penser à celles d'un chat ou bien d'un serpent terriblement dangereux qu'on trouve en Afrique du Sud, qui s'appelle le mamba. L'affreuse chose va continuer à le fixer sans bouger la tête, son regard froid reflète tout le mépris qu'elle semble lui porter. Il constate qu'elle respire, il voit clairement les petits trous qui font office de narines s'ouvrir et se fermer régulièrement. Sans défense sous le regard de cette entité, puisqu'il est paralysé, le malheureux est de surcroît asphyxié par l'odeur épouvantable qu'elle dégage, et à ce sujet, il déclarera dans un langage que je qualifierais de fleuri au journaliste américain Rick Martin ce que je vais vous dire. Alors, monsieur, si quelqu'un me disait que je pue comme cette créature-là, vraiment, je lui en collerais une sur la gueule. Au moins, ça a le mérite d'être précis. L'épouvantable odeur qu'elle dégageait, qu'il prenait à la gorge, était indéfinissable. Ça ressemblait à une odeur électrique qui aurait été mélangée à un produit chimique. Il la comparera aussi à celle d'œufs pourris,
Bah, tiens donc. Et encore à du sel du cuivre chaud qui dégage une forte odeur de soufre. Et cette créature puante était différente des autres, plus grande, mais aussi plus massive. Et quoiqu'elle n'ait pas de poitrine, Credo Mutwa a eu la sensation qu'elle était féminine et que les autres entités qui l'entouraient semblaient la craindre. À ce moment-là, et alors qu'elle continue de le fixer de toute sa hauteur, il va ressentir une douleur atroce au niveau de la cuisse gauche, un peu comme si on lui portait un coup d'épée, de la lame d'épée qu'on aurait enfoncée jusqu'à la garde, ce qui va le faire hurler de douleur au point d'appeler sa mère. C'est vous dire que ça a dû lui faire mal. La terreur qu'il va alors éprouver sera indicible, il est terrorisé, et après cela, il se demande ce qui va lui arriver. Et oui. Et cette douleur insoutenable a été causée par l'un des gris qui a soudain enfoncé dans sa cuisse un objet ressemblant à une petite pipe, et il lui a semblé que cet objet lui a permis d'extraire quelque chose de sa cuisse, mais il ne sait pas quoi. Afin d'étouffer son cri de terreur, la sinistre entité qui est toujours penchée au-dessus de lui a aussitôt posé sa main sur sa bouche. Il dira avoir eu à ce moment la sensation qu'une patte de poulet vivant s'était posée sur ses lèvres. Ça va pas être terrible, hein. Et aussi que ses longs doigts maigres, qu'il a donc vus de très près, paraissaient avoir plus d'articulation que des doigts humains. Il a constaté que le pouce n'était pas à la bonne place et que chacun de ses doigts se terminait par une sorte de griffe noire, semblable à celle de certains oiseaux. Et cette chose, penchée au-dessus de lui, qu'il fixe toujours intensément, lui ordonnera de se taire tout le temps que son supplice durera. Et quand je lui parle de supplice, vous allez voir ce qui va lui arriver. Ce qui a ressemblé à un coup d'épée dans sa cuisse n'a été en fait que l'entrée en matière de son supplice, puisque ces tortionnaires ne vont pas cesser en si bon chemin. Le malheureux continuera de hurler encore et encore, ça ne changera rien au programme, ils continueront à le torturer, et à un moment, il va sentir que quelque chose a été retiré des chairs de sa cuisse, et en baissant les yeux comme il le peut, il constatera, alors que sa cuisse est couverte de sang, c'est alors qu'une autre créature va apparaître, dont la démarche est pour le moins bizarre. Credo Mutwa dira qu'elle marchait en crabe, d'une manière légèrement saccadée, comme si elle était ivre. Elle va venir se placer le long du côté droit de la table, tout près de la créature ridée qui se trouve penchée au-dessus de lui. Puis sans prévenir, elle va lui enfoncer dans la narine droite un objet ressemblant à un stylo à billes argenté, doté d'une sorte de câble à l'une de ses extrémités. La douleur qu'il va ressentir va être alors insoutenable, atroce, et en plus il a eu l'impression que quelque chose avait explosé dans sa tête, du sang a giclé de son nez, et maintenant il étouffe, il tente de crier, mais le sang qui s'écoule dans sa gorge l'en empêche. Ce qu'il va voir à ce moment relève du cauchemar. Lorsque la créature bancale va extraire l'espèce de stylo qu'elle lui a fourré dans le nez, il va évidemment tenter de lutter et de se redresser, mais celle qui est penchée au-dessus de lui va lui poser la main sur le front et l'en empêcher. C'est alors que la douleur qu'il éprouve va aussitôt disparaître et qu'il va enfin parvenir à tourner la tête vers la droite afin de cracher le sang qu'il fait étouffer. Et à ce moment, va se produire quelque chose qu'il ne pourra pas expliquer. D'étranges visions vont en effet le submerger, celles de villes dont certaines qu'il a visitées lors de ses voyages, mais cette fois il les voit en partie détruites, à demi submergées sous des eaux rougeâtres, et ce que les visions lui montrent est absolument effroyable. Et à cet instant, l'un des gris qui s'est posté à ses pieds va se précipiter sur son sexe, et à la vitesse de l'éclair y enfoncer sans ménagement quelque chose. Cette fois, il ne ressentira aucune douleur, juste une soudaine et violente irritation. Mais lorsque le gris retira ce qu'il vient d'introduire dans son pénis, qui ressemble à une sorte de petit tube de couleur noire, eh bien, ce petit tube il va se produire un incident plutôt inattendu. C'est pas drôle, c'est ragoûtant, mais bon. Le contenu de sa vessie va en effet gicler sur le torse du gris, qui va sembler terrifié, va faire un bond en arrière,
Credo Moutois dirait qu'il a d'ailleurs failli se casser la figure, et après avoir retrouvé son équilibre, il va s'éloigner en titubant comme s'il était bourré, comme un insecte ivre, dira-t-il, et il va quitter la salle. Bon, à mon avis, vous savez que bon, ceux qui ont approché des créatures, ils ont eu des problèmes de santé parfois. Hein. On a vu l'affaire Virginia notamment. Et ben, je pense que c'est nos substances que nous émettons, eh bien, pour eux, ça doit être toxique de la même façon. C'est pour ça que le gris n'était pas bien après. Hein. C'est l'idée que j'ai de la chose. Enfin, peu après, tous les autres gris vont faire de même, l'abandonnant sur sa table de torture et de douleur, ensanglanté et maintenant baignant dans son urine, tant qu'à faire, c'est mieux. Seule en fait demeurera à ses côtés la grande créature aux faciès ridés, dont il dira qu'elle se tenait toujours dans la même posture, sa main droite posée sur son épaule gauche, d'une manière étrangement belle et féminine, voilà ce qu'il dira. Et elle restera là à le regarder froidement, sans aucune expression sur le visage. Surgées de nulle part, deux autres entités vont alors apparaître. La première qui est grande et massive, elle semble être faite de métal. Terrifié, il va l'avoir avancé vers lui, dans une posture légèrement voûtée. Il dira que c'était certainement pas quelque chose de vivant, mais plutôt une sorte de robot fait de métal. Elle va venir se poster au bout de la table, au niveau de ses pieds, en se tenant toujours courbé. Il constatera alors que sa face est dépourvue de bouche et de nez. Il voit juste deux yeux brillants qui changent sans arrêt de couleur et qui bougent bizarrement. D'ailleurs, ce qui ressemble à un crépitement électrique se fera entendre à chaque fois qu'elle bouge les yeux. Et de derrière, l'imposante créature robotique va alors émerger, une autre créature. Celle-ci est nue et son apparence va le laisser stupéfait. Elle a un corps humain, mais terriblement obèse, mal proportionné. Ses jambes et ses bras sont en effet trop courts par rapport à son corps. Il voit aussi une paire de seins qui sont pas au bon endroit, placés trop haut sur son torse. C'est pas terrible. Hein. Et sa peau est toute rose, son visage également, qui est particulier d'ailleurs. Ses yeux bleus bridés sont très brillants. Vous voyez, j'en ai fait, c'est moi qui l'ai faite la reproduction là pour plus près. Donc ses yeux bleus bridés sont très brillants. Ses cheveux blonds semblent être faits d'une sorte de fibre de nylon. Elle a un petit menton pointu, des pommettes hautes et une bouche presque humaine, avec des lèvres charnues. Credo Moutois dira qu'elle semblait fausse. Et elle va alors se rapprocher de lui et le fixant avant de lui sauter dessus, sans crier gare et de s'accoupler avec lui. Il aura juste le temps de remarquer que son sexe est semblable à celui d'une femme humaine, mais qu'elle n'est pas vraiment entre ses cuisses, elle est plutôt sur le devant. Bon. À ceux auxquels il se confiera par la suite, il dira que cette entité qui lui avait semblé artificielle lui avait fait penser à une poupée, et puis il avait eu l'impression de s'accoupler avec une machine, tant les mouvements étaient mécaniques. Enfin bon, c'est une horreur. Et à tous ceux auxquels il a confessé ce moment terrifiant, il a avoué que ce rapport sexuel non consenti, qui s'est révélé atrocement douloureux, a été l'expérience la pire, pour ne pas dire la plus épouvantable, la plus horrible, qu'il ait jamais vécue dans sa vie, que d'ailleurs il s'est jamais remis de ce traumatisme qui lui a gâché l'existence à jamais. D'ailleurs sa femme, elle va le quitter à cause de ça. Après ce viol, car il faut bien donner une qualification à ce qu'il a subi, sa violeuse ainsi que l'entité robotique vont s'en aller, le laissant seul avec la grande entité puante qui se trouve toujours derrière lui. Et celle-là va alors lui saisir sans ménagement la chevelure et lui secouer violemment la tête, et en le tenant toujours par les cheveux, elle va ensuite le forcer à descendre de la table. À peine l'aura-t-elle lâché qu'il tombera à genoux. Incapable de se relever tant il est faible, il se retrouvera donc à quatre pattes. Et à ce moment-là, il va remarquer que le sol est étrange. Sa surface d'un gris métallisé est parcourue de motifs animés. Ces motifs de couleur violette, rouge et verdâtre ne cessent de changer. Il n'aura pas le loisir de les observer très longtemps, car l'entité va de nouveau la gripper par les cheveux, le contraindre à se relever, et une fois qu'il sera debout, elle va lui donner une bourrade et l'obliger à le suivre. Sympathique. C'est pire que du bétail. Hein. Et une fois sorti de la salle d'examen, elle le poussera brutalement de salle en salle, comme pour lui faire visiter l'endroit. Et dans ces salles, il va y avoir beaucoup de choses, des objets cylindriques énormes, notamment transparents.
semblant fait de verre, rempli d'un liquide rose grisâtre, et dans ce liquide flottent, en tournant sur elle-même, de petites créatures humanoïdes, semblables un peu à des grilles miniatures, il sait pas trop ce qu'il voit, il dirait que ça ressemble à de petites grenouilles dégoûtantes. Et dans la dernière salle qu'on lui fera traverser, il verra d'autres étranges créatures, s'affairant autour d'êtres humains allongés sur des tables. Il n'en donnera pas la description, mais je pense qu'il pourrait s'agir de mantes religieuses, de mantides. Celles-là sont des scientifiques, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, j'en reparlerai bientôt. Et elles sont manifestement en charge de programmes d'hybridation, vu ce qu'ont rapporté certains de tous ceux qui ont eu affaire à elles. Et puis en passant auprès d'une table d'examen où est allongé un humain de race blanche, il sera pris à la gorge par une puanteur terrible que dégage le malheureux, un mélange d'odeur, de sueur, d'urine, de peur, de tout ce que vous voulez. Son regard croisera brièvement le sien, cet homme est en détresse, et la vision de cet homme, ce pauvre homme qui est en train de se faire torturer lui aussi, restera gravée dans sa mémoire. Puis sans trop savoir comment, il va se retrouver dans la brousse. Il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu de transition. Épuisé, avec la sensation que son cerveau tourne au ralenti. Il constatera alors qu'il est à demi nu, on lui a pas restitué son pantalon, pas plus que ses bottes. Il a en fait que sa chemise sur le dos, qui va nouer autour de ses reins pour cacher autant que faire se peut sa nudité. Sa peau est recouverte d'une étrange poussière grise et son corps dégage une odeur absolument atroce. Cette odeur mettra d'ailleurs plusieurs jours à disparaître. La profonde blessure qu'il présente sur la cuisse gauche lui cause une douleur absolument affreuse, tout comme son sexe qui est abîmé. En cheminant dans la brousse au milieu de nulle part, il aura tout de même la chance de croiser un groupe de jeunes Zimbabwéens qui vont le ramener jusqu'au village de Madame Moyo la chamane, qui va lui dispenser aussitôt des soins. Mais arrivé avant de la voir aux abords du village, eh bien, des chiens vont courir vers lui, vont l'entourer en jappant, certains vont montrer les crocs comme s'ils allaient le mordre. Bon, ce qui les a manifestement attirés et rendus agressifs, c'est probablement l'odeur. Hein. En tout cas, lorsqu'il se déshabillera, il découvrira que sa peau sue du sang, qu'il présente sur la cuisse une marque, un creux de à peu près 1 cm de diamètre, et comble de l'horreur, son sexe qu'il fait souffrir atrocement présente des graves brûlures, et il gardera de cela des séquelles à vie. En lui prodiguant ses premiers soins, Madame Moyo va lui annoncer qu'il s'est absenté durant 3 jours, en lui confirmant qu'il a malheureusement été attrapé par les dieux de la montagne. Elle-même, ainsi que les habitants du village, lui diront à l'unanimité ne pas être du tout surpris du récit qu'il a fait du cauchemar qu'il a vécu, en soulignant que ce qui lui est arrivé sur le mont Nyangani, beaucoup d'autres personnes l'ont vécu. Il apprendra par la même occasion qu'il peut s'estimer heureux d'être revenu en vie, car certains ont disparu du jour au lendemain sans laisser de traces, et aussi bien des habitants de la région que des touristes, sans différence de couleur ou de race, tout le monde y passait. Voilà. L'année suivante, il croisera dans la rue un blanc qu'il prendra d'abord pour un agent de la police secrète. Pas agressif, ce blanc va l'interpeller, on est en Afrique du Sud là, il va lui demander qui il est et où ils se sont vus. Il va alors reconnaître l'homme qu'il a vu en train de souffrir comme un damné sur une table, et quand il le lui dira, l'homme va être terrorisé, il va partir en courant. Credo Mutwa avouera à John Mack que de multiples rencontres rapprochées qu'il a eues avec les Mantindan, donc les fameux gris, qu'il surnommera un jour petits parasites peureux, ont été pour lui une source terrible de souffrance et de traumatisme profond tout le long de sa vie. Il lui révélera en effet que ces aliens qui l'ont enlevé à moult reprises afin de lui faire subir pléthore d'examens et de lui prélever du sperme ont gâché sa vie sentimentale. Il lui déclarera d'ailleurs textuellement « Une fois qu'une Mantindan s'est occupée de vous, vous avez peur ensuite de faire l'amour à une femme. » Voilà. Pour Mutwa, les gris sont bien réels.
Au professeur John Mack, comme à d'autres, notamment à des journalistes, il dira que ceux-là ne sont autres que des serviteurs d'une autre espèce extraterrestre, extrêmement puissante, celle des Chitauri, qui sont arrivés sur Terre il y a plusieurs milliers d'années. Et ces Chitauri seraient originaires d'Alpha du Centaure. Ceux-là ont l'aspect de lézards géants, disons plutôt d'humanoïdes à tête de lézard. Leur peau est recouverte d'écailles, dotée d'une queue aussi, ils ont une queue. Et ils ont aussi la particularité de changer de forme quand ils le veulent. Certains d'entre eux vivraient sur notre planète en permanence, mais ne se montrent jamais aux humains ou rarement. En tout cas, ceux qui les ont aperçus, c'est totalement fortuit. Encore au dire de Credo Mutwa, ces entités lézards vivent sous la terre dans des cavernes profondes et comme ils ont toujours froid, il y a de grands feux qui brûlent en permanence, qui seraient alimentés et entretenus par des êtres humains transformés en zombies qu'ils ont transformés en esclaves. Hein. Et ceux-là ont évidemment été enlevés à la surface de la terre et sont au service de ces affreuses entités. Toujours selon Credo Mutwa, ces reptiliens ne consommeraient aucun aliment solide, ils se nourriraient de sang humain et surtout et essentiellement de nos énergies. Et pas des plus belles de nos énergies. Hein ? En fait, leurs préférences vont vers celles que nous dégageons lorsque nous sommes mal, dépressifs ou lorsque nous nous combattons ou nous entretuons. En d'autres termes, ils prisent les énergies bien pourries de la souffrance, de la colère, de la haine, etc. Peut-on s'étonner qu'en ce moment on voit beaucoup d'ovnis dans le ciel et que ça parte dans tous les sens? Pas sûr que la coïncidence soit fortuite. En tout cas, ce que ces êtres adorent par-dessus tout, c'est inhaler ces énergies pourries, en particulier lorsqu'elles sont générées par des multitudes de gens qui ont peur, et mieux encore lorsqu'ils sont terrifiés au moment d'être tués par leurs congénères. Les gris sont pareils, toutes ces espèces endémiques qui enlèvent les gens, c'est ça. Faut pas rêver, ils se nourrissent de ça, nous sommes leur beefsteak. Voilà pourquoi, d'après Credo Mutwa, notre monde ne cesserait d'être en conflit perpétuel, et aussi pourquoi les guerres et les massacres se perpétuent ici-bas depuis la nuit des temps. Credo Mutwa, comme d'autres Zoulous, ainsi que nombre d'Africains venus d'autres contrées, issus d'autres contrées, en particulier les chamans, pensent que les humains ne sont pas les maîtres de leur propre vie, mais qu'ils sont tous sous contrôle de ces intelligences stellaires particulièrement nocives et endémiques sur notre planète. C'est exactement ce que je pense. Voilà. Et on ne s'en doute pas, et c'est pour ça quand je vois des gens qui font l'apologie des gris, des nordiques, ils vont venir nous sauver. Certainement. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Pour le compte des Chitauri, leurs maîtres lézards, les Mantindan, que sont donc les gris, se livrent froidement et sans la moindre émotion à des pratiques odieuses sur les humains qu'ils enlèvent. Voilà pourquoi je vous ai dit ça, pour que vous rêviez pas sur ces êtres-là. Hein. Qu'ils enlèvent, dont certaines laissent le plus souvent des marques, des séquelles, tant physiques que psychologiques. Imaginez donc quand vous vous souvenez de ça. Je soulignerai pour en terminer que David Icke, que la plupart d'entre vous connaissent, n'a pas hésité à dire que Credo Mutwa était l'homme le plus étonnant et le mieux informé qu'il ait eu le privilège de rencontrer. Et c'est vrai que c'est absolument passionnant l'histoire de ce petit Zoulou. J'avais compté dans son entier autrefois. Et alors, il se trouve qu'à 163 km à vol d'oiseau du mont Nyangani, eh bien, il y a une certaine école, la fameuse école Ariel, qui se trouve dans la petite bourgade de Roua, proche d'Harare, la capitale du Zimbabwe. Vous voyez sur la carte. Et le 16 septembre 1994, des extraterrestres gris, portant un uniforme, ont approché 62 élèves de l'école primaire Ariel, des élèves âgés de 6 à 12 ans. Tiens donc. Et comme il l'a fait pour Credo Mutwa, le professeur John Mack est venu jusqu'à Roa pour entendre ses enfants et leurs professeurs, tout comme il a entendu Credo Mutwa. Les enfants ont fait des dessins, comme vous pouvez le voir, de ce qu'ils ont vu.
où l'on voit que les gris sont vêtus d'uniformes sombres, tout comme ceux qui ont enlevé Credo Moutois. Et alors je me suis posé la question, et si ces gris en uniforme étaient venus depuis cette base du mont Nyangani? On peut se poser effectivement la question, c'est quand même troublant. Ce qu'ils ont dit, alors je raconterai cette histoire de l'école Ariel et d'autres écoles, parce qu'il n'y a pas eu qu'à l'école Ariel, il y en a eu ailleurs, qui ont approché les enfants, ces gris qui ont approché les enfants. Alors on leur fait des beaux discours sur le climat, sur l'écologie et tout le bazar. On a patte. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont séduisants et qu'on dit, oh, ils sont si gentils, on peut les aimer, on n'a rien à craindre. Qui parle. Bon, enfin bref, je les ai pas à la bonne, comme vous l'avez compris. Bah, j'ai des raisons aussi. J'en ai vaguement dit quelques bribes. Je viens de tout vous dire et je vous en dirai pas plus, parce que ça n'intéresse que moi au fond. Mais attention. Mais, ici nous sommes sous contrôle, parce que parfois on a des idées parasites. Hein. Ça a dû vous avez dû vous dire parfois, mais qu'est-ce qui m'arrive d'être d'un seul coup aussi en colère, ou d'un seul coup de pas avoir le moral, d'un seul coup, c'est comme si on tournait un bouton, ne cherchez pas. Et alors il y a un contrepoison, si je puis dire. La verticalité et la joie. Donc c'est pas évident de la retrouver par les temps qui courent, mais c'est à nous de la cultiver, parce que ça, ils aiment pas. Vraiment, ils aiment pas. Ils appellent ça la puanteur aurique, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je traite pas de ces sujets par hasard à l'heure actuelle, comme vous en doutez. Tous les sujets ont un lien. Et j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Elle n'a pas été très agréable à écouter sur certaines choses, mais il faut arrêter de se cacher la tête sous l'aile, je crois. Nous sommes arrivés dans des temps très particuliers. Et je crois qu'il faut mieux on en sait, mieux on se porte, même si c'est pas toujours très agréable à entendre. Et ça permet également de mettre de la friture sur la ligne de ces braves entités qui veulent complètement nous contrôler à jamais. Et si on leur sert un beefsteak qui est à peu près dégueulasse, normalement ils nous laisseront évoluer ailleurs. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre amitié, de votre générosité, de toutes les compliments gentils et sincères que vous me faites, de votre générosité à tout point de vue, et je vais m'appliquer tant que je pourrai le faire encore, à vous raconter des belles histoires. Voilà. Je vous remercie, et puis comme d'habitude, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.